Bonjour à toutes et à tous. Yves Deloy, donc je suis l'animateur de cette table ronde. Excusez notre léger retard, mais nous avions quelques soucis, non pas d'arrivée des trains en gare, mais de connexion sécurisée, qui explique effectivement que nous ayons dû basculer d'une salle test à la salle publique. Merci beaucoup à Monique Cantos-Ferber et à Olivier Beau de leur présence ce soir. Je voudrais, pour commencer, cette table ronde qui est consacrée à la liberté académique et à la liberté d'expression, et évidemment aux conditions d'exercice de ces libertés dans la société française et ou européenne actuelle, et plus encore probablement au sein, je dirais, du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est le nôtre. Je voudrais dédier cette table ronde organisée dans le cadre des activités de Sciences Po Grenoble à Farida Al-Debkar, qui demain sera à son millième jour d'emprisonnement en Iran, une façon pour nous évidemment d'être solidaires du mouvement qui est engagé à Sciences Po Paris, à la FNSP et bien ailleurs, je dirais, pour sa liberté et son retour en France. Je voudrais, dans un deuxième temps, rapidement présenter nos intervenants. J'excuse tout d'abord l'absence de Claude Gauthier, qui était prévu dans le panel de ce soir, mais qui, pour des raisons personnelles, ne peut être des nôtres cet après-midi. Donc, nous avons un très beau panel avec Monique Cantos-Ferber, qui est directrice de recherche au CNRS, philosophe, spécialiste de l'Antiquité classique et de la philosophie morale et politique, à laquelle elle a consacré de nombreux travaux, et notamment un classique dictionnaire publié aux presses universitaires de France il y a quelques années. Elle a par ailleurs eu des fonctions administratives importantes qui seront importantes, je dirais, dans le débat que nous aurons ce soir, parce que la liberté d'expression, c'est aussi pour nous une façon aussi d'organiser les débats à l'intérieur des établissements d'enseignement supérieur que nous avons pu les uns et les autres, je dirais, animer. Et Monique Cantos-Ferber a notamment dirigé l'ENS et elle a présidé à l'origine l'Université de recherche Paris Sciences et Lettres. Elle a tiré d'ailleurs de ses différentes expériences un livre tout à fait intéressant sur l'oligarchie de l'excellence. Alors plus récemment, elle a publié deux ouvrages qui sont au cœur de la thématique de ce soir. Un ouvrage sur la fin des libertés, publié chez Robert Laffont en 2019 et poursuivi en 2020 par un autre ouvrage aux accents tout aussi inquiets, Sauver la liberté d'expression, qui lui a été publié chez Albin Michel. On reviendra bien sûr longuement sur le diagnostic qu'elle porte sur ce sujet sensible. Olivier Beau, de son côté, professeur des universités à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, spécialiste de théorie juridique, notamment pour ses travaux sur l'État fédéral, mais pas seulement, et de droit public. Ancien membre de l'IUF, il a présidé également l'association Qualité de la science française, dont il est président honoraire désormais. Il a, sur le thème qui nous intéresse, publié dès 2010 un premier ouvrage consacré aux libertés universitaires à l'abandon, avec un point d'interrogation, livre publié aux presses, aux éditions Dalloz en 2010 donc, et il a récemment publié un deuxième opus consacré à ce sujet aux presses universitaires de France sous le titre Le savoir en danger, menaces sur les libertés académiques. C'est dire combien nous avons effectivement parmi nous ce soir deux des principaux évidemment spécialistes de ce sujet et on le verra, qui partagent tant du point de vue de leur connaissance internationale de ces questions que du point de vue de ces fondements juridiques et ou philosophiques, un certain nombre d'interrogations qui me semblent, pour vous avoir lu beaucoup ces derniers jours, et vous avoir lu dans le passé pour un certain nombre de vos travaux, atteste effectivement d'une inquiétude renforcée par rapport à une question ancienne, mais qui se serait dégradée, nous allons le voir. Alors, je voudrais qu'on commence cette table ronde autour effectivement d'un diagnostic qui est le vôtre sur la situation des libertés académiques en France aujourd'hui.
Et si on prend effectivement les titres des ouvrages d'Olivier Beau, mais on pourrait faire le même exercice avec les titres de ceux de Monique Cantos-Ferber, on va constater effectivement que en quelques années, le discours porté par tous les deux sur ce débat, sur ces questions, c'est, je dirais, dégradé d'une certaine manière. Vous faites part d'une inquiétude, de menaces qui serait devenue effectivement extrêmement dirimante pour l'exercice de la liberté d'expression au sens large et puis plus précisément l'expression de ces libertés dans le milieu académique, que ce soit celui de la recherche ou de l'enseignement supérieur. Alors je voudrais que Monique Cantos-Ferber peut-être nous fasse part dans un premier temps de ce qui l'amène à être inquiète et pourquoi en France, peut-être plus qu'ailleurs, ou au moins autant qu'ailleurs, si on se borne pour le moment évidemment au cadre des démocraties libérales, évidemment la question se pose dans des termes assez différents dans les régimes illibéraux. Qu'est-ce qui fait que dans une démocratie comme la nôtre, cette question-là se pose effectivement avec inquiétude? Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. La question des libertés académiques est en effet une question essentielle et je remercie Olivier Beau d'avoir fait de cette expression qui doit être objet de respect et même de culte, le titre d'un de ses ouvrages. Alors, elle se réfère de manière précise, puisque nous allons beaucoup parler non seulement du monde académique en général, mais également de l'institution universitaire. Elle se réfère d'une certaine manière à ce qui est l'acte de naissance, l'engagement fondamental de l'université moderne, qui date du début du XIXe siècle. Il arrive, on attribue la naissance, ou on fait de la naissance de l'université moderne une sorte de privilège paradoxal de l'État militariste prussien au début du XXe siècle, donc la création de l'université qui s'appellera Université Humboldt sur Unter den Linden, la grande avenue de Berlin, où les deux frères enfin, beaucoup d'intellectuels et de scientifiques ont contribué. Et elle était moderne en ce sens qu'elle faisait fi d'une certaine façon du curriculum qui s'imposait à toutes les universités jusque-là, qui était très largement inspiré de la vocation initialement théologique de l'université à sa création au Moyen-Âge. Et s'affranchissait de toute espèce de curriculum obligé, vantant la discussion libre, l'absence de censure et le refus de toute espèce de conformisme. Les principes que Alexander von Humboldt et Wilhelm von Humboldt ont d'une certaine façon mis en avant comme guide intellectuel et comme règle de fonctionnement également de cette première université moderne était en rupture totale avec tout ce qui se faisait jusque-là. On a cessé d'écrire sur ce paradoxe qui a fait que cet État prussien militariste à l'époque, après la défaite de Tilsit, se trouvait le lieu, le terreau où l'université moderne allait prospérer, puisque le modèle de l'université moderne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'université de recherche, était destiné à se diffuser au monde entier. L'éducation à l'esprit critique, l'obligation de défendre ses opinions face aux objections, la nécessité d'entretenir constamment opinions, de discussions et controverses, à la limite parfois même de la transgression, semblait à l'époque autant de conditions nécessaires pour les nouvelles missions de l'université, qui n'est pas simplement d'absorber des savoirs et de les répéter, mais surtout de former l'intelligence et de stimuler sans cesse la recherche. Très vite, d'ailleurs, l'université moderne a repris une des caractéristiques de l'université médiévale et ensuite de l'époque classique, mais en lui donnant un sens tout à fait différent, puisqu'elle réunissait dans ses murs des jeunes gens, qui étaient à l'époque évidemment uniquement de sexe masculin,
des jeunes gens d'origine, de provenance très différente, enfin, que ce soit d'origine géographique ou d'origine, enfin, issus de cultures religieuses différentes les unes des autres, mais avec le défi, et ça c'est un autre trait caractéristique de l'université moderne, de constituer en quelque sorte une communauté où les distinctions de religion, les distinctions de nationalité, de classe sociale étaient censées s'effacer au profit d'une adhésion partagée aux exigences académiques. Il y avait des règles académiques, chacun est égal dans la discussion, chacun est égal dans l'argumentation. On peut arriver dans une position faible. Si on a un mauvais argument, on n'arrive pas à répondre à une objection, eh bien, il faudra, ou à l'inverse, si on a un argument fort et on est capable de défendre sa thèse seul contre tous, à l'universitaire, c'est quand même de prédire de succès pour finir de cette stratégie argumentative. On est vraiment dans ce qu'exaltait le dialogue socratique et ce qui était une des règles de fonctionnement de l'académie platonicienne. Et c'est une chose très importante, puisque ça, d'une certaine façon, ça définit ce qu'on appelle l'éthos universitaire, ce lieu prospère, enfin tel que je les entends, les libertés académiques, où l'argument d'autorité n'est absolument pas de mise, que ce soit un argument d'autorité fondé sur des valeurs conformistes, ordre moral, choses de ce type, ou des arguments d'autorité fondés sur des valeurs progressistes qui diraient, par exemple, ça on n'a pas le droit d'en parler, ça on n'a pas le droit de le dire. Les deux types de restrictions sur la libre investigation sont également bannis. Les libertés académiques, telles que je les entends, c'est véritablement une liberté qui a pour condition l'adhésion à des règles d'évaluation des travaux, à la nécessité de justifier ses opinions, à l'obligation de prendre en compte les critiques pour défendre son point de vue, et que ces différentes règles soient les mêmes pour tous, d'une certaine manière, que chacun devienne invisible dans ses particularités derrière ces engagements communs. Et cet idéal a été repris dans le monde entier, alors avec quelques aménagements, puisque n'oublions pas que les États-Unis, État démocratique entre tous, avaient jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, certaines de ces universités avaient des quotas d'admission pour les étudiants noirs et les étudiants juifs. Donc, on n'était quand même pas dans un monde totalement ouvert, mais on peut dire qu'à ce titre, l'exemple français est exceptionnel, puisque dès la fin du XIXe siècle, l'université française moderne est recréée à partir des années 1870, eh bien, il y a admission de droit de tout le monde. Il suffit d'être bachelier. Il n'y a aucune espèce de politique de ségrégation, de discrimination instituée. L'université française s'est caractérisée par une ouverture, en principe sans limite, qui rencontrait évidemment des limites sociales, puisqu'il y avait à cette époque-là à peine plus des dizaines de milliers de bacheliers, et évidemment tous étaient issus de milieux extrêmement bourgeois à quelques exceptions près. Mais je cite dans mon livre une magnifique formulation du chancelier Robert Hitchins, qui était chancelier de l'université de Chicago en 1936, et qui disait qu'une éducation universitaire avait pour but, selon lui, de libérer l'étudiant de la prison de sa classe, de sa race, de son époque, de son lieu, de son origine, de sa famille et même de sa nation. C'est-à-dire fluidité, circulation des propos, des arguments, quels que soient les étudiants, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient juifs ou musulmans, une sorte de fluidité totale, refus de l'argument d'autorité ou de toute espèce de validation des propos qui dépendrait de la position sociale ou de la posture progressiste ou réactionnaire. Voici, à mon sens, ce qu'il y a d'essentiel dans l'idéal des libertés académiques, a assez bien illustré le républicanisme libéral français de la fin du XIXe siècle. Évidemment, et ce sera un des objets de notre discussion, cet idéal est passablement malmené aujourd'hui. Justement, Olivier, quelles sont justement les attaques qui font que ce modèle historique, qu'a rappelé Monique Cantos-Perber, est aujourd'hui devenu fragile selon vous? D'abord, merci à l'IEP de Grenoble de m'inviter, merci à Yves Deslois
modéré. Et merci aussi à Monique Cantos-Perber pour ses observations, que je partage entièrement, sauf peut-être sur un point sur le bac, mais c'est secondaire. Je crois que les menaces universitaires, je pense qu'effectivement, il y a une détérioration de la situation de la liberté académique, mais je préciserai tout de suite qu'on n'en est pas au stade qui existe dans d'autres pays. Je ne parle même pas des régimes autoritaires. Un régime autoritaire, on le voit avec la Turquie, la Hongrie, la Chine. On connaît tous ces régimes, l'Iran, puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'Iran, évidemment. Donc, les régimes autoritaires ne connaissent pas la liberté d'expression et, comme par hasard, ils ne connaissent pas la liberté académique. Ils ne la respectent pas. Ce qui est effectivement singulier, c'est lorsque des démocraties libérales méconnaissent cette liberté académique. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, en France, je crois qu'il y a alors, en France, on n'a pas toujours su prendre conscience de la liberté, de l'importance de la liberté académique, pour une raison que beaucoup de gens ils la connaissent, mais ils ne prennent pas en compte la portée, c'est que les universités françaises sont des fonctionnaires. À partir du moment où ils sont des fonctionnaires, ils ont une garantie d'emploi. Donc, il est très difficile, en quelque sorte, de leur faire subir ce qui peut se passer à l'étranger, un renvoi pour un comportement qui est jugé inadéquat, des paroles inadéquates, ou tout simplement pour avoir déplu aux étudiants. Donc, on a, à mon avis, en France, pris assez peu conscience de l'importance de la liberté académique, ne serait-ce que parce qu'on a cette garantie d'emploi. C'est lié aussi, je ne développe pas davantage sur le fait que l'université en France n'est pas respectée, et donc tout le monde se moque en général du statut des universitaires. Alors, pour en revenir à votre question, la dégradation, à mon avis, je ne la vois pas vraiment là où la plupart des médias la voient, c'est-à-dire avec cet assaut de ce que j'appelle moi les causes identitaires, c'est-à-dire tout le mouvement qu'on appelle cancel culture woke, qui est très largement exagéré par une certaine presse. Il existe, mais en France, il est pour l'instant marginal. Il commence à arriver, donc Monique Cantos-Perber en parle à juste titre dans son livre, j'en parle aussi, mais j'en ai pas fait l'axe central, tout simplement parce que ce mouvement-là n'a pas encore atteint l'ampleur qu'il peut atteindre au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Pour une raison très simple, c'est que les étudiants ne payent pas cher les droits d'inscription et les étudiants n'ont pas un pouvoir de pression aussi important qu'aux États-Unis ou au Canada ou en Angleterre. Ce qui fait que, et puis il y a aussi à mon avis la prégnance comme du modèle universaliste français, on a beaucoup de mal à entrer dans ce discours, disons, communautariste. On y arrive, comme vous le savez, mais ça reste, disons, pas marginal, mais ça reste secondaire. Pour moi, la principale menace, et là où vraiment, dans le livre, je parle de résurgence de menaces, c'est parce que le politique, pardon, il y a quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est que maintenant, on a des immixtions politiques dans la liberté universitaire, dans la liberté académique, ce qui était pratiquement inexistant. Le dernier cas très connu, c'est Renan qui a été évincé de sa chaire par Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le cas qu'on cite tout le temps parce que c'est un cas emblématique. Mais les universitaires ont pu en France être communistes sans avoir été chassés de l'université. Enfin bon, voilà. Simplement, en France, on a une résurgence. Donc, je cite des cas peu connus d'ailleurs, le cas de cette revue L'Afrique contemporaine, où vous avez des spécialistes de la relation internationale qui dénoncent et critiquent plutôt que de dénoncer, parce qu'ils critiquent à partir d'arguments objectifs l'intervention de la France au Mali. Ils n'avaient pas tout à fait tort apparemment. Et la revue les censure. C'est-à-dire, le numéro ne sort pas, puisque ça dépend du ministère des Affaires étrangères. Et donc là, on a un cas typique de censure politique par ceux qui financent, c'est-à-dire par l'État. Donc l'État oublie qu'il doit être le garant de la liberté académique et l'État confond des chercheurs avec des ambassadeurs. Et puis l'autre cas que j'ai cité, qui n'a pas fait beaucoup d'écho, parce que l'été, c'est le sociologue Sébastien Rocher, qui est un grand spécialiste de la police, qui est évincé de son cours à l'école des commissaires dans le cadre d'un master disons, dirigé par l'université de Lyon 3, donc c'est un système universitaire. C'est un chercheur CNRS qui enseigne à l'université, et il est évincé de son poste parce qu'il a critiqué l'action de la police contre les gilets jaunes, l'excès de violence. Les syndicats de policiers obtiennent sa tête et il perd son enseignement. C'est quand même... Et puis le dernier cas, évidemment, c'est les propos de Madame Vidal, toute la querelle sur l'islamo-gauchisme. J'aurais pu actualiser avec les propos de M. Vauquiez, justement sur l'affaire de l'IEP de Grenoble, où vous avez un homme politique qui en appelle à des sanctions pour des raisons purement idéologiques. Il a une appréciation idéologique de ce qui se passe à l'IEP de Grenoble et il intervient dans la... Donc ça, c'est un point nouveau. L'autre point, pas nouveau, mais qui est de plus en plus fort,
et qui est très peu, disons, signalé à l'opinion publique parce que ça n'intéresse personne, c'est le poids de l'administration. C'est-à-dire, alors c'est indirect, c'est une menace indirecte, mais pour moi bien réelle, que tous les universitaires qui nous écoutent vont tout de suite comprendre, c'est que les universitaires en France sont accaparés par des tâches administratives qui ne sont pas dans leur statut. On est, normalement, dans notre statut, on a une double obligation, c'est enseigner et chercher, mais on n'a pas à administrer. Ce n'est pas du tout dans notre statut. Et l'administration, à travers un rouleau compresseur, que ce soit le ministère ou même, pire encore, les universités locales, impose de plus en plus aux enseignants-chercheurs, terme que j'abjecte, donc je parle toujours que j'aborde directement, je parle toujours d'universitaires, eh bien l'administration maintenant impose aux universitaires des obligations qui sont incompatibles avec son statut et qui surtout, pourquoi j'indique que c'est une violation de la liberté académique, parce que ça empêche les universitaires d'avoir du temps libre pour faire de la recherche. Donc notre temps libre de chercheurs est mangé par les tâches administratives. Et je donne quelques exemples. Mon matériau, parce que je ne suis pas un sociologue, j'ai eu des témoignages dans les facultés de droit, surtout en province, où il y a des exemples aberrants du temps que les universitaires sont obligés de consacrer à des choses qui n'ont rien à voir. Je cite par exemple une chose qui me choque beaucoup, des universitaires qui sont obligés de rentrer des centaines de copies sur un ordinateur parce que l'administration ne veut pas le faire ou ne peut pas le faire. Voilà. Alors ça a l'air de rien, mais quand vous avez perdu une journée de travail pour rentrer des notes sur un ordinateur, ce n'est pas très cohérent, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait compatible avec le statut d'enseignant-chercheur, avec la liberté de la recherche. Donc j'insiste beaucoup, et puis alors là, beaucoup de collègues ne sont pas d'accord avec moi, mais je maintiens ma position, ce qu'on appelle la caporalisation de l'université, c'est-à-dire la multiplication des structures collectives qui donnent des pouvoirs à des chefs ou des cheffaillons qui se comportent comme des chefs. Alors on me dit, ce sont des abus, je cite un cas d'abus d'un directeur d'école électorale, mais ce sont des abus qui sont permis par les nouvelles structures qui donnent trop de pouvoir à trop de personnes qui évidemment en abusent. Dernier exemple, les centres de recherche. Pourquoi faut-il en France appartenir à un centre de recherche pour aller faire un voyage à l'étranger, pour avoir des financements? C'est aberrant, il n'y a aucune raison. Les centres de recherche on est obligé de s'affilier à des centres de recherche pour pouvoir exister professionnellement. Dans beaucoup d'universités à l'étranger, vous êtes nommé professeur, vous avez un budget propre, donc comme on n'a pas de chaire en France, on ne l'a pas, et avec ce budget propre, vous vous débrouillez. C'est tout ce que et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'universités. Pourquoi en France, on n'a pas ça? Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que, alors, je finirai sur le dernier point, effectivement, la menace de la société civile, et là, je partage tout à fait le diagnostic de Mme Cantos-Perber dans son livre sur les États-Unis, la tyrannie du bien, c'est-à-dire ces mouvements étudiants, ce qu'on appelle les causes identitaires, qui, au nom du bien, veulent tout simplement contrôler la parole professorale. Et ça, c'est grave. Et j'ai pris un exemple limite, parce que évidemment, c'était risqué pour moi, j'ai pris la cause des femmes. C'est-à-dire, j'estime que le danger le plus fort, à mon avis, en France, c'est les mouvements féministes radicaux, les féministes radicales. Je ne parle pas des féministes en général, je parle des féministes radicales. Et là, on a vraiment des cas typiques de limitation de la liberté d'expression. Je cite notamment des cas sur l'affaire Polanski, où vous avez des féministes qui ont interdit dans une université à Caen la diffusion d'un film que devait expliquer un historien. Et donc, elles ont interdit cette diffusion au nom, évidemment, de la tyrannie du bien. Alors, justement, sur l'ensemble de ces menaces, il y a un point que vous n'abordez pas alors qu'il est particulièrement développé dans vos ouvrages respectifs du diagnostic, qui concerne l'émergence et surtout le développement des réseaux sociaux. C'est-à-dire en quoi est-ce que, indépendamment de tout ce qui a été évoqué par vous tout de suite, en quoi est-ce que le fait que nous visions effectivement dans un monde où les échanges et les prises de parole se sont libérées de manière très très forte, pour le meilleur et parfois pour le moins bon, peut effectivement affecter de manière neuve, de manière nouvelle, la liberté d'expression et la liberté académique. Monique, vous... Oui, alors c'est un phénomène quand même relativement récent. Il remonte à quelques années, à les réseaux sociaux, enfin à l'époque par exemple où j'ai dirigé l'école normale supérieure et où j'ai eu plusieurs fois affaire à des problèmes de liberté d'expression et des premières formes qui consistaient à rendre impossible la prise de parole de certains orateurs. À vrai dire, les réseaux sociaux ne jouaient pas vraiment de rôle à l'époque. Le mouvement s'est véritablement installé il y a 5 ans. Je voudrais, avant de répondre à cette question, puisque en effet aujourd'hui les réseaux sociaux sont un acteur majeur dans cette nouvelle configuration
qui est un véritable rapport de force sur qui va finir par contrôler la parole publique et lui imposer sa propre définition, sa définition idiomatique des règles de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Donc avant de venir à cela, je voudrais dire mon accord total à ce que Olivier Beau a exposé et y ajouter deux choses. En effet, les questions d'identité, en France en tout cas, ne jouent pas encore un rôle majeur. Elle joue un rôle de plus en plus important, mais qui est relativement limité. L'activisme féministe, dénonciateur, accusateur, en revanche, est extrêmement présent. Enfin, je suis totalement féministe en ce qui me concerne. Alors, je considère que les femmes sont à défendre, mais pas à défendre, mais à défendre selon les règles qui s'appliquent à tous les autres êtres humains. Mais je voulais insister sur le fait qu'au fond, la volonté d'empêcher des gens de parler, d'exprimer leur point de vue est assez ancienne. Elle a très longtemps été inspirée pour des motifs politiques. On cite très souvent l'agitation que la très célèbre philosophe Elisabeth Anscombe avait menée à Oxford dans les années 60 pour empêcher un certain nombre de responsables américains de prendre la parole dans l'université. Et moi-même, dans les années 2005, lorsque j'ai eu affaire à des mouvements, à des pressions, à des intimidations, qui, même si elles ne passaient pas par les réseaux sociaux, savaient ce que ça veut dire que intimider et faire régner la terreur dans une communauté fermée, considéraient que certaines personnalités politiques, même qui peuvent paraître à première vue aussi peu controversées que Pascal Lamy ou Alain Juppé, n'avaient pas le droit de parole dans les murs de l'école normale supérieure. C'est très, 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 très difficile, dans la mesure où ces personnalités étaient invitées par des élèves, des clubs d'élèves diplomates ou des clubs d'élèves qui s'intéressaient à la politique, de pouvoir justifier, de pouvoir même donner droit ou valider un argument qui pourrait justifier qu'on priva de parole ces personnalités. Donc les motifs politiques ont toujours joué un rôle, pardon. Moi-même, comme je le raconte dans mon livre, j'ai quand même vu une bascule un moment qui a été un moment de grand activisme de cause palestinienne radicale, quand un groupe d'élèves ont voulu, par exemple, se servir de l'école normale supérieure comme plateforme de lancement du boycott officiel de l'État israélien. Enfin, bon, ce boycott qui visait essentiellement les chercheurs, les universitaires et les artistes. La position était impossible les autorisations de ce genre de manifestation étaient impossibles à accorder à mes yeux pour différentes raisons. D'abord parce que je suis totalement opposée au boycott des intellectuels et des chercheurs. Deuxièmement, parce qu'une institution universitaire ne peut pas boycotter des chercheurs qui, pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, étaient même hostiles à la politique qu'on reprochait à l'État israélien. Mais j'ai bien compris ce qui était... Et puis parce que pour moi, toutes les opinions sont admissibles, hein, à condition qu'elles ne soient pas directement et manifestement haineuses. Après tout, certains peuvent penser que le boycott d'Israël est une bonne chose, mais à ce moment-là, qu'ils acceptent d'en débattre. Autant j'étais prête à organiser un débat avec des partisans du boycott et des opposants du boycott, il me semblait que ça entrait dans le cadre de la joute intellectuelle, précisément des libertés académiques, puisque pour pouvoir se faire une opinion sur ce qui est juste, il faut avoir la liberté d'entendre les deux points de vue. Quand on est condamné à en entendre un seul, je ne suis plus sûre qu'on puisse parler de liberté académique. Mais on m'a répondu qu'il était hors de question de débattre d'une question dont on savait, puisqu'on savait où était le bien, où était le mal. Donc, je ne peux absolument pas accepter ce type de point de vue, précisément parce qu'il me paraissait totalement contraire aux libertés académiques. Bon, la situation a évidemment dégénéré. Là, j'ai eu face à moi des modes d'intimidation radicaux, hein, et d'ailleurs étrangement relayés par la grande presse et même adoubés par la grande presse, jusqu'à ce que, heureusement, le Conseil d'État arrive à trancher cette affaire délicate et considère qu'il s'agissait d'une manifestation enfin d'une cause qui n'avait rien à voir avec les causes
et qui devait être mis en valeur sous un format qui n'avait rien à voir avec les formats de discussion et d'échange qui doivent prévaloir dans une université. Donc cette question a été réglée juridiquement, mais j'étais très frappée quand même d'observer, et c'est la chose à mes yeux la plus importante, c'est que la raison pour laquelle ce boycott était tant vanté, ce n'était pas tellement pour attirer l'attention, c'est bien sûr pour attirer l'attention à un tout à fait juste titre sur les souffrances du peuple palestinien, mais c'était surtout pour disqualifier toute prise de parole émanant de l'État israélien. C'est-à-dire que même des intellectuels critiques de l'État israélien étaient interdits de parole, parce que d'une certaine manière, c'était l'appartenance globale à l'État d'Israël, même si on critique la politique de l'État israélien qui était critiquée. Et là, j'ai compris que quelque chose basculait. On n'était plus dans l'état de discuter des opinions, mais on discutait de la possibilité même pour certains individus de prendre la parole. Quand on veut un boycott et qu'on veut qu'une institution universitaire coupe tout lien avec les collègues d'une autre institution universitaire, c'est parce qu'on considère que ces derniers obéissent à une entité qui ne peut plus avoir le droit de s'exprimer. Et là, c'est un mode de censure, si vous voulez, qui est extrêmement radical. Et d'une certaine manière, dans toutes les dérives identitaristes, féministes, radicales auxquelles on assiste aujourd'hui, il me semble qu'on ne voit que la radicalisation de ce genre de position qui parle à partir d'appartenance à une communauté qui est perçue comme une communauté des dominants, ou qui parle à partir de son appartenance à une communauté qui est perçue comme la communauté des dominés, n'ont plus le même statut de parole. Les uns sont d'emblée soupçonnés, les autres sont d'emblée, les propos des autres sont d'emblée validés. Et il en est de même dans les formes de féminisme radical dont parlait Olivier Beau à propos de Polanski, qui se présente comme solidaire des victimes, entre guillemets, hein, des présumées victimes de Roman Polanski, voit sa parole validée et qui doit être reçue et imposée sans discussion, sans critique, sans même qu'on recherche les preuves qui sont à la base de ses propos, et qui le défend, se trouve d'emblée dans le soupçon. Donc cet attachement, en quelque sorte, des propos aux positions, soit sexuelles ou aux identités, et au fond cet effacement de la discussion des propos, de la validation intrinsèque des propos pour ce qu'ils valent, devant la prise en compte de la position identitaire, sexuelle ou autre de ceux qui les profèrent, me paraît quelque chose qui est une menace radicale sur les libertés académiques. Olivier ? Oui, je partage entièrement ce diagnostic. J'avais d'ailleurs écrit dans l'actualité juridique de droit administratif un commentaire de l'affaire de l'ordonnance du Conseil d'État. J'avais approuvé cette ordonnance. Je comprends très bien le point de vue de ce que dit Monique Cantos-Perber est très important, c'est la montée de l'intolérance. Et l'intolérance est aussi bien à droite qu'à gauche. Et quand on essaie d'éviter ça, comme je pense l'avoir fait, comme je pense que Monique Cantos-Perber l'a fait, c'est quand on essaie de se situer à équidistance de ces deux extrêmes, on est évidemment très mal perçu. Je donne juste un exemple. Mon livre a été recensé, il y a eu un certain écho, donc j'étais content évidemment, mais par exemple, ni Libération ni l'Observateur n'en ont rendu compte. C'est très classique, hein. C'est-à-dire Le Point, Le Figaro, évidemment, parce qu'on tirait du livre ce qui les intéressait, et j'ai eu un compte-rendu, Le Monde a fait un compte-rendu, mais évidemment, la gauche médiatique, c'est-à-dire Libération qui défend ses causes identitaires, évidemment, n'a pas touché un mot. Bon, c'est tout à fait anecdotique. Pour répondre, mais c'est anecdotique mais significatif, c'est-à-dire l'intolérance, elle fonctionne à plein en France. Il n'y a pas qu'en France, mais en France, elle fonctionne très bien. Pour répondre à la question sur Internet, je consacre un chapitre sur les réseaux sociaux. Le dernier chapitre s'appelle le harcèlement par Internet. Ce qui est très important à faire comprendre, et l'affaire de Grenoble est un bel exemple, c'est que c'est une caisse de résonance extraordinaire qui déforme les propos, mais surtout ce qui fait qu'on n'a plus, pour moi, le vrai danger, c'est que quand on enseigne aujourd'hui, ou quand même quand on parle avec des collègues, on n'a plus de distinction entre la vie privée et la vie publique, tout devient public. C'est-à-dire un cours qui est censé s'adresser à une centaine d'étudiants ou à une dizaine d'étudiants peut devenir d'un seul coup entièrement public parce qu'un étudiant prend la liberté de vous enregistrer à votre insu et de diffuser sur Internet vos propos.
Ça, c'est illégal. Donc, moi, la première chose que je dirais, pourquoi est-ce qu'en France, on ne veut pas respecter le droit? Pourquoi les étudiants auraient le droit de violer le droit? Ils violent le droit. Dans les affaires que j'évoque, ceux qui ont été cloués au pilori, d'ailleurs, et critiqués peut-être d'ailleurs pour de bonnes raisons, je ne conteste pas les bonnes raisons, mais je conteste la mise au pilori. Je conteste le fait que des étudiants aient le droit de mettre en cause la vie privée de quelqu'un en donnant, ou même Mediapart, qui a donné le nom, ce qui est scandaleux, de la professeure d'Aix-en-Provence, qui a donné le nom de la personne alors qu'elle n'était pas nommée dans les précédentes interventions sur cette affaire, eh bien, je conteste formellement ce droit à diffuser les cours, les propos tenus en cours par les étudiants. Et je ne comprends pas que les présidents d'université ne sévissent pas contre les étudiants qui violent le droit. Voilà. Et ça, c'est très français. C'est-à-dire, la loi, c'est une chose, on la viole. Si on est un étudiant et qu'on viole la loi, eh bien, il n'y a aucune sanction possible parce que, comme l'avait dit un étudiant, un professeur québécois à propos de l'affaire terrible d'Ottawa, l'étudiant a toujours raison. Eh bien non, l'étudiant n'a pas toujours raison. Et dire ça en France, et qu'un professeur dit ça, c'est très dangereux parce qu'à ce moment-là, vous avez la position du mandarin autoritaire. Mais moi, je dis seulement que le droit vaut pour tout le monde. Il vaut pour les enseignants, mais il vaut aussi pour les étudiants. Donc, et pour en revenir à votre question, oui, effectivement, Internet devient, les réseaux sociaux deviennent une menace parce que c'est une formidable démultiplication de la délation, voilà, ou la dénonciation, bon, si on veut distinguer les deux concepts, mais en tout cas, la dénonciation est souvent une délation, et donc ça, c'est quand même une délation anonyme en plus, évidemment, parce qu'on ne sait pas qui a dénoncé. Et donc, je ne vois pas comment on ne peut pas interpréter, d'une certaine manière, les réseaux sociaux comme une menace potentielle pour la liberté académique, en ce sens où la liberté de parole du professeur en cours, eh bien, elle est aujourd'hui formidablement restreinte parce on doit désormais avoir peur de ce qu'on peut rapporter du cours à l'extérieur. Merci beaucoup. Je précise juste par rapport à ce thème important qui est les effets des réseaux sociaux sur les conditions de notre propre délibération et de notre propre fonctionnement, je dirais, en tant qu'enseignant du supérieur, que la deuxième table ronde qui est organisée dans le cadre du cycle dans lequel nous intervenons ce soir sera justement consacrée à la fin du mois de mars à la question des relations entre démocratie et réseaux sociaux et les modalités effectivement de fonctionnement, je dirais, de la démocratie, que ce soit dans le débat universitaire ou dans le débat plus global, sous l'astreinte effectivement de cette caractéristique nouvelle. Alors je voudrais qu'on aborde le deuxième point que j'avais proposé comme structure de notre débat ce soir, qui concerne la distinction que vous faites, Olivier, dans votre ouvrage, distinction évidemment qui est juridiquement extrêmement importante entre liberté d'expression et liberté académique. En quoi est-ce que cette distinction elle est fondamentale pour effectivement aborder les questions sensibles qui sont dans nos débats et dans nos têtes ce soir? Alors oui, c'est une distinction fondamentale qui est loin d'être claire et c'est difficile à expliquer, mais je vais peut-être partir justement du contraire, de la confusion, notamment pour les juristes. Pourquoi les juristes confondent constamment la liberté académique et la liberté d'expression? Je m'en suis rendu compte en faisant des recherches, évidemment, dans les ouvrages juridiques et dans la jurisprudence. C'est parce que, par exemple, pour la Cour européenne des droits de l'homme, le seul moyen de défendre la liberté académique, puisqu'elle n'est pas défendue dans les textes, c'est d'aller chercher, à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la liberté d'expression. La même chose aux États-Unis, où la Cour suprême a été obligée d'aller regarder du côté du free speech, le premier amendement, parce qu'évidemment, il n'y a pas de défense de l'academic freedom dans la Constitution des États-Unis. Donc, les juristes sont comme ça, ils essaient de trouver des textes et ils se raccrochent à un texte. Donc, forcément, le texte est sur la liberté d'expression. Donc, on en déduit que la liberté académique, c'est la liberté d'expression. C'est faux. Du point de vue conceptuel, ça ne marche pas du tout. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison fondamentale que tout le monde va comprendre, c'est que la liberté académique, c'est une liberté professionnelle qui est donnée, conférée aux universitaires, aux academics, pour qu'ils exercent correctement leur métier. C'est ce qu'a dit tout à l'heure très bien Monique Cantos-Sperber. Un universitaire, il est là pour rechercher la vérité. Il a besoin, pour rechercher cette vérité, de se dégager des arguments d'autorité. Il faut qu'il trouve sa voie tout seul et il faut qu'il soit libre. Autrement dit, d'une certaine manière, on pourrait dire la liberté académique, c'est une sorte de droit à l'hérésie. Donc, il est évident que pour un universitaire, la liberté académique, c'est une condition d'exercice de sa profession et c'est pour ça qu'elle est en quelque sorte réservée. C'est un droit, on pourrait dire, fonctionnel. Ça vaut pour les universitaires et que pour les universitaires.
La liberté d'expression, c'est tout à fait autre chose. La liberté d'expression, c'est une liberté qui est reconnue à tout individu. C'est un droit de l'homme au sens de la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 11 sur la liberté d'opinion. C'est-à-dire que chaque individu a le droit de s'exprimer librement, sous réserve évidemment de ne pas abuser de cette liberté, puisque l'abus de la liberté est condamné comme pour toute liberté. Ce qui veut dire que n'importe quel individu peut invoquer cette liberté pour s'exprimer librement sans avoir notamment à être censuré préventivement par l'administration ou par le pouvoir, quitte à rendre compte ensuite pénalement s'il abuse de cette liberté d'expression. Et enfin, pour finir, dernière chose, du point de vue même de l'étendue, la liberté académique est plus vaste que la liberté d'expression, puisqu'elle inclut d'abord, ça a été dit tout à l'heure par Monique Cantos-Permer, la liberté de la recherche, c'est le free inquiry. On doit pouvoir rechercher librement la vérité, et donc cette recherche de savoir doit être libre. On ne doit pas nous imposer des domaines de recherche ou des thèmes de recherche ou même des directions de recherche. C'est l'académique qui doit choisir lui-même son objet de recherche et qui doit être libre dans cette recherche. Ensuite, il y a une liberté dont on parle assez peu, mais qui est importante et qui fait partie de la liberté académique, qui est la liberté d'enseignement. C'est ce qui distingue un professeur d'université d'un professeur de lycée. Un professeur de lycée, il a un programme, il est tenu par ce programme, il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas s'en dégager. Un professeur d'université, il a une très grande liberté, il a un cadre, évidemment, un programme, mais c'est très large, et il peut, à l'intérieur de ce programme, disons, monter librement son cours, son séminaire, choisir les thèmes, exactement comme il l'entend. Il n'est pas noté, il n'est pas évalué, il n'y a aucun inspecteur d'académie qui va le contrôler, et il a une totale liberté pour concevoir son enseignement. Et puis enfin, et c'est là qu'évidemment il y a des complications, la liberté académique, elle recoupe aussi la liberté d'expression de l'universitaire dans l'exercice de sa fonction. C'est-à-dire que dans l'exercice de sa fonction, il a une plus grande liberté qu'un fonctionnaire. Prenons le cas français. Les fonctionnaires sont soumis à une obligation de réserve. Eh bien, les universitaires, quand ils enseignent ou quand ils écrivent, ils n'ont pas cette obligation de réserve. C'est-à-dire qu'ils peuvent écrire des choses qui déplaisent au gouvernement parce que ce sont des choses qu'ils vont écrire ou qu'ils vont dire en se fondant sur leur propre savoir et sans considération de l'effet néfaste éventuellement de ce qu'ils disent sur la réputation du gouvernement. C'est ce que le juriste Georges Sel avait dit, qui était un professeur de droit international. Il avait dit très bien, il avait répondu au recteur qu'il avait admonesté parce qu'il avait critiqué le gouvernement Poincaré. Il avait dit: je n'ai pas, dans mon enseignement, à professer des vérités d'ordre gouvernemental. Et c'est ça. Alors évidemment, donc, il y a un chevauchement entre liberté d'expression, c'est pour ça que je distingue dans mon livre liberté d'expression académique et liberté d'expression extra-académique pour un universitaire. Je finis là-dessus. Quand un universitaire sort de son domaine de compétence, il a le droit et s'exprime publiquement, dans la presse ou ailleurs, il s'exprime en tant que citoyen. Et je prends l'exemple de Bertrand Russell, qui est un parfait exemple, qui dit lui-même, qui a été 2 fois licencié de l'université, parce que dans le premier cas à Cambridge, il avait défendu des opinions pacifistes, en pleine guerre, en 1978, il a été révoqué, licencié directement par l'université de Cambridge, et à New York, il n'a pas été pris, son recrutement a été interrompu parce qu'il avait écrit un livre, Pourquoi je ne suis pas chrétien, ce qui évidemment avait déplu aux différentes églises et confessions religieuses de New York. Et il avait dit: j'ai tout à fait le droit de dire ça, mais je m'exprime ici en tant que citoyen et non pas en tant qu'académique. Mais j'ai le droit, en tant qu'universitaire, à cette liberté d'expression extra-académique. Voilà. Pour peut-être donner un exemple, la discussion, il y a eu beaucoup de bruit autour des positions du sociologue Mukieli sur la vaccination. Quand M. Mukieli s'exprime, comme il l'a fait sur la question de vaccination, et ça a provoqué beaucoup de bruit, il s'exprime non pas en tant que sociologue, parce qu'évidemment il est sociologue, il s'exprime seulement en tant que citoyen. Il se trouve qu'il est sociologue. Mais si on doit lui accorder une liberté, ce n'est pas ici sa liberté académique qu'il peut invoquer, parce qu'il n'est pas dans son champ de compétences. Il est simplement, en tant que citoyen, il a son opinion comme tout le monde sur la question de la vaccination et de la pandémie. Donc vous voyez, la distinction, elle est quelquefois difficile à faire, mais il faut la faire à mon avis. En tout cas, il faut toujours la faire entre liberté d'expression et liberté académique, c'est fondamental. Et du point de vue des fondements philosophiques, Monique, en quoi cette distinction est également particulièrement pertinente? Eh bien, parce que d'une certaine manière, elle fait des libertés académiques, très belle définition qu'on a donnée Olivier Beau, une forme de, il a employé l'expression de liberté professionnelle, mais ce qu'on appelait autrefois une liberté particulière, c'est-à-dire une liberté qui est liée à l'exercice d'une certaine fonction, à une certaine finalité. Alors, ce n'est pas du tout rétif à une forme d'universalisation des libertés, hein, puisque l'universitaire est en même temps citoyen, donc il dispose de cette liberté
universelle qui caractérise la citoyenneté républicaine française, mais avec ce régime de liberté un peu particulier en tant qu'universitaire. Et je voudrais compléter la manière très judicieuse dont ont été définis les liens entre liberté d'expression et liberté académique, pour dire qu'évidemment, lorsque un universitaire viole dans ses cours les règles ou les lois qui régissent la liberté d'expression dans le domaine public, c'est-à-dire se met à diffamer ou à injurier, bah, il est, me semble-t-il, je pense que Olivier sera d'accord, et il est évidemment susceptible d'être incriminé comme n'importe quel autre citoyen. Alors, on pourrait même considérer, enfin certains considèrent que le fait de les avoir proférés avec toute l'assise que lui donne la posture universitaire et l'espèce de présomption de crédulité et d'adhésion que les étudiants ont à l'égard de ce que dit le professeur, d'une certaine manière, rend les choses encore plus graves. Ce qui a été dit sur les libertés académiques est tout à fait important parce que cela permet de mesurer l'ampleur du paradoxe où nous sommes plongés aujourd'hui. C'est que s'il y a un domaine d'expression où la liberté doit être la plus grande, je la comparerai d'ailleurs volontiers avec la liberté des humoristes, avec la liberté des artistes, avec la liberté des romanciers, c'est bien dans ce type de liberté professionnelle. Mais alors que la liberté des humoristes, des artistes, des romanciers est une liberté très, très, très étendue. Un humoriste peut dire dans ses blagues ou dans ses bons mots, peut dire implicitement de manière détournée de véritables énormités, évidemment que la loi a sanctionné si elles étaient dites comme des thèses et comme des affirmations dans la conversation courante. Mais humoristes, romanciers et artistes qui ne sont pas censés assumer personnellement ce qu'ils disent sont dans une sorte de clause d'impunité qui a quand même des limites, hein, mais ils ont une clause d'impunité assez grande, une sorte de posture de responsabilité très très distendue à l'égard de ce qu'ils disent et qui fait qu'il est particulièrement difficile. C'est toujours un véritable problème, même lorsque les propos sont à la limite de ce que les lois interdisent, il est particulièrement difficile de les poursuivre au nom, dit-on, de la liberté artistique. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. C'est véritablement un régime de discours qui, d'une certaine manière, place celui qui le profère dans une position où il ne peut pas être jugé de la même façon qu'un citoyen ordinaire qui revendiquerait ce point de vue. Alors, la différence avec la liberté académique par rapport à ces régimes de parole aussi distincts, c'est que la liberté académique, elle est quand même tenue à une obligation de preuve. Certes, l'universitaire peut tout dire, mais il peut tout dire à condition d'accepter d'être réfuté, c'est-à-dire d'être prêt à proposer des preuves. Il ne veut pas le dire comme une affirmation dont il n'y a pas à discuter. Et on revient à ce qui a été l'objet de notre échange au début, c'est-à-dire la place de l'argument d'autorité. Donc, d'une certaine façon, une liberté très grande, mais une obligation de justification et l'impossibilité d'échapper au jugement ou à l'appréciation que d'autres en feront et l'obligation de répondre aux objections, aux réfutations qui pourraient être prononcées. Il me semble que c'est un complexe assez grand, mais une liberté normalement qui doit s'exercer à la limite de la transgression. S'il y a un domaine où la liberté est très grande, dans ce régime, alors à la différence des artistes, de responsabilisation maximale des énoncés, hein, parce qu'un universitaire qui raconte n'importe quoi, c'est pas vraiment un universitaire qui mettrait en exercice ses libertés académiques. Il ne le ferait pas au nom de la liberté académique. Mais sa liberté académique est très grande, et d'autant plus grande qu'il est prêt à répondre de ce qu'il dit. Donc une liberté très très grande et qui nous amène à tirer deux conséquences. D'abord, première conséquence, juste la description du paradoxe dont nous parlons, c'est qu'il est étrange que dans ce lieu où la liberté doit être la plus grande,
eh bien, il semble, en tout cas dans certains pays, en particulier aux États-Unis, qu'elle soit précisément le lieu où elle est où elle voudrait être le plus contrôlée. C'est-à-dire, on voudrait en quelque sorte imposer à la liberté académique une sorte de code de bien-pensance, enfin que définissent évidemment ceux qui ont le pouvoir, parce qu'il n'y a pas de bien-pensance en soi, mais qui revient à imposer les lois propres, enfin, au groupe qui est en position de force, et souvent du fait des réseaux sociaux, relatives à ce qu'on peut dire et ce qu'il faut taire. Donc ça, c'est quand même un paradoxe que le lieu de la libre parole est extrêmement responsable dans son engagement à répondre aux réfutations, objections, mais très libre dans ce qu'elle peut dire, soit devenu le lieu où, en fait, si on pousse les choses jusqu'à l'extrême, le lieu où tout le monde devrait être d'accord avec tout le monde et partager exactement les mêmes points de vue sur les questions qui sont quand même aujourd'hui les plus controversées. C'est un paradoxe qu'on ne peut pas ne pas souligner. Mais l'autre enseignement, et qui me paraît très important, c'est le lien entre la liberté d'expression et le débat. Pourquoi les libertés académiques, les libertés académiques sont si importantes? Parce que l'université, le lieu de l'université, l'activité première de l'université, c'est l'échange entre collègues, c'est le fait de se réfuter, de se faire progresser, de se perfectionner mutuellement par l'échange et, et la conversation. Enfin, c'était totalement clair dans le monde scientifique. C'est quand même une grande part des libertés académiques. Toutes les thèses peuvent être défendues à condition d'être prêt à en répondre. Et je pense que la même chose vaut pour les sciences sociales, ça va de soi. Et même pour la discipline, une discipline comme la philosophie, on ne dit pas, on n'est pas dans la profération et dans l'incantation, on est quand même dans l'obligation de répondre aux objections et d'aider les étudiants à faire leur chemin, à se former précisément dans cette dimension d'échange. Donc cet élément de débat est vraiment fondamental. Et pour moi, si vous voulez, ce que je déplore dans l'état de la liberté d'expression aujourd'hui, alors là, je quitte l'université, je passe à la société, mais malheureusement, l'université semble avoir incubé certaines des formes de censure qui tendent à se répandre dans la société, c'est que, au fond, c'est l'idéal même du débat, de ce qui fait, d'un point de vue libéral, la liberté d'expression est intrinsèquement liée à cette idée, à cette représentation, bon, idéalisée bien sûr, parce qu'il y a quand même, on ne peut pas nier qu'il y a des positions de domination où il est plus facile à certains de parler qu'à d'autres, mais ce grand idéal comme disait John Stuart Mill, du marketplace of ideas, c'est-à-dire de cette agora où des points de vue s'échangent, et à force de se réfuter, de mieux comprendre, répondre à une réfutation, même si on ne change pas d'opinion, c'est s'obliger à mieux justifier ce qu'on croit. Donc ce travail d'approfondissement constant des raisons de ses propres opinions, de réfutation, contribue à un perfectionnement collectif. Enfin, c'est ça le grand idéal libéral en matière de liberté d'expression. Or, dans la société contemporaine, aujourd'hui, même en France quand même, entre ceux qui disent on a le droit de tout dire, on peut tout dire, c'est-à-dire des énormités, mais qui, après les avoir dit, je devrais plutôt employer l'expression, après les avoir assénés, se refusent à tout débat et à toute discussion en disant c'est ça la vérité, puisqu'on a le droit de tout dire. Le fait même que j'ai osé le dire, ça suffit, il n'y a pas à en discuter. Donc, d'un côté, cette fameuse parole libérée dont on parle tant aujourd'hui, et puis de l'autre côté, les néo-censeurs qui veulent imposer leur conception de ce qu'on peut dire à tout le monde. Eh bien, d'une certaine manière, c'est la dimension du débat qui est l'élément le plus vivificateur de l'échange social qui est appauvri. Et là, les réseaux sociaux ont un rôle déplorable, car sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de liberté d'expression pour une raison très simple, c'est que le débat y est impossible dans la mesure où les algorithmes mettent tout de suite en position de domination et de visibilité maximale les opinions qui sont en général les plus chargées émotionnellement, souvent de passions mauvaises ou bien les plus fantaisistes, tandis que les opinions qu'on pourrait dire raisonnables et qui réfutent sont promises à l'invisibilité. Donc la distorsion de la visibilité des opinions est telle qu'il ne peut pas y avoir un véritable débat. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas véritablement de liberté d'expression au sens substantiel du terme. Bien sûr, tout le monde peut parler sur le web, tout le monde peut s'exprimer,
mais sans aucune garantie d'avoir le moindre impact sur les internautes. La liberté d'expression au sens substantiel, free speech, comme disent les Anglais, entraîne free reach. Vous pouvez avoir free speech qui consiste à parler dans le désert, sans aucune capacité d'impact et d'influence. Et malheureusement, la distorsion constante que dans la hiérarchisation, la visibilité qu'induisent les algorithmes ont institué ce type de fonctionnement qui rend très pessimiste sur la possibilité de retrouver une véritable dimension de débat et donc un espace pour une véritable liberté d'expression qui ne soit pas simplement que formel, c'est-à-dire on peut en effet poster ce qu'on veut au sein des réseaux sociaux. Oui, Olivier, vous vouliez réagir, allez-y. Non, juste pour préciser, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Monique Cantos-Perber, notamment sur l'importance du débat et puis la disparition de cette liberté substantielle d'expression. Juste précision sur la liberté académique, quand même, ce qui est très important, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais j'en profite, c'est que c'est d'abord une liberté cognitive. Et ça, j'emprunte ça à Pascal Angel, le philosophe Pascal Angel, qui a écrit des choses, à mon avis, fondamentales sur ces questions. Parce que justement, la liberté académique, elle est exigeante. Elle suppose de la part de celui qui exerce cette liberté une éthique académique. On ne peut pas seulement voir la liberté académique comme simplement un droit absolu, etc. Pas du tout. C'est un droit qui est conditionné par tout simplement le fait que l'universitaire qui s'exprime agit en universitaire, soucieux de ses devoirs éthiques, et c'est une éthique intellectuelle. Ce qui manque d'ailleurs, je pense, beaucoup au débat en France. Beaucoup d'universitaires français n'ont pas d'éthique intellectuelle. Je pense qu'on a un gros problème en France, mais ce n'est pas nouveau, c'est que la France n'est pas un pays libéral. Donc vous arrivez, comme moi j'arrive avec mon concept de liberté académique, qui est un concept finalement libéral, puisque comme la liberté d'expression, c'est-à-dire que c'est une liberté qui est accordée à des individus, qu'on doit accorder à tous les individus, donc c'est un principe, pas de tolérance, mais c'est vraiment un principe libéral, c'est-à-dire qu'on accorde aux universitaires de gauche comme de droite. Or en France, on a, et je pense qu'on n'a pas assez évoqué ça en général dans le débat public, c'est qu'on a eu des universités qui ont été extrêmement politisées depuis mai 68. Moi, j'ai été très surpris. Quand on réfléchit en France, on a des universités de droite, des universités de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut comme ça avoir des universités fondées sur des critères politiques? Or, si on voit le débat en France, il est très pauvre parce que la plupart, en tout cas en sciences sociales, les points de vue sont radicalement opposés, antinomiques. Et par exemple, là, on parle de libéralisme. C'est un gros mot en France. D'ailleurs, vous avez tout le débat français sur l'université. Là, j'ai lu les premières pages du livre de M. Gauthier qui n'est pas là, donc ça m'embête d'en parler, mais quand même, tout le débat, il est en réalité polarisé ou en tout cas surplombé par cette idée qu'on aurait une évolution néolibérale de l'université française. Ce qui veut dire, c'est un gros mot, néolibéral. Et donc, forcément, le débat, il tourne un peu court, dans la mesure où si vous essayez d'avoir une attitude libérale, on veut dire que c'est une posture de droite, on refuse le concept, on refuse le débat. Et donc, c'est pour ça que je suis encore peut-être plus pessimiste que Monique Cantos-Perber, parce que je pense qu'en France, la tradition n'est pas vraiment au débat, en tout cas pas à l'université. C'est au contraire, on multiplie les orthodoxies, les chapelles. On voit ça dans les recrutements. Les recrutements dans certaines disciplines en France sont complètement, disons, surdéterminés par des positions idéologiques, ce qui est quand même le comble. Un universitaire, on doit admirer un universitaire, quoi qu'il pense, même si on n'est pas d'accord avec lui, on est censé reconnaître un grand universitaire parce que dans sa discipline, il a un certain savoir et un certain talent. Moi, je suis juriste, qu'un juriste soit de gauche ou de droite, ça m'est relativement indifférent. Ce qui compte, c'est que ce soit un bon juriste. Alors ça, si vous voulez, c'est une posture que je crois peu d'universitaires en France partagent. Et c'est un vrai problème. Un philosophe, j'imagine que Monique Cantos-Perber pourrait dire la même chose sur un philosophe. La première chose à laquelle on pense, c'est pas qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il est à droite ou à gauche. La première chose qu'on pense, c'est est-ce que c'est un bon philosophe, voilà, est-ce que c'est un bon enseignant, un bon chercheur. Et en France, on est quand même très très loin de cet idéal. Donc malheureusement, je trouve que l'université qui devrait être le lieu du débat, bon, sans compter que les universités sont devenues maintenant un lieu totalement anomique. Oui. Les universitaires ne parlent plus entre eux. Il faudrait déjà qu'ils se rencontrent. Il faudrait déjà qu'on ait des locaux pour Paris. Il faudrait déjà qu'on puisse manger ensemble. Vous voyez, chose aussi simple, j'adresse à Mme Vidal, faites des cantines pour les universitaires. Voilà. Et qu'on n'ait pas à attendre 1 heure avant de manger. Voilà. Donc c'est un appel à notre ministre qui fasse preuve un peu disons, d'ouverture d'esprit, puis de sens des réalités, qu'elle sorte de ses bureaux de la rue Descartes, et puis qu'elle vienne visiter la vie des professeurs en province et à Paris. Voilà. Donc c'est un appel au débat.
Je ne suis pas sûr que Mme Vidal nous écoute, mais par contre, il y a parmi le public une collègue qui pose une question hein, sur la partie commentaire hein, auquel j'ai accédé. C'est une question qui est liée à un propos hein, que vous avez tenu, Olivier, sur l'obligation de réserve et le fait que les universitaires hein, ne sont pas soumis comme d'autres fonctionnaires hein, de la même manière, tout au moins, à cette obligation de réserve. Et donc, le collègue pose la question suivante que je vais donc énoncer. Un universitaire peut-il pour autant critiquer publiquement son établissement d'enseignement en dehors de ses enseignements ou de ses travaux de recherche? Est-ce qu'il y a, de ce point de vue-là, des limites à l'absence d'obligation de réserve? C'est une. Je connais pas de jurisprudence, mais pour moi, il est évident qu'il peut critiquer, même il doit critiquer. Il fait partie d'une université. S'il il observe des dysfonctionnements, il a tout à fait le droit de critiquer la façon dont son université est dirigée. S'il a affaire à un autocrate qui est le président de l'université, ça arrive parfois, il a tout à fait le droit de critiquer publiquement. Et je serais très surpris que si le président faisait un recours devant, ou le punissait, faisait une procédure disciplinaire, je serais très surpris si le président l'emportait. On a tout à fait. Il y a eu aussi, il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la Turquie ou sur la Russie, ou qui effectivement reconnaît à tout universitaire le droit de critiquer son établissement et les dirigeants de son établissement. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a un système de droit privé. Donc là, le risque est, si vous critiquez votre... Mais par exemple, dans son livre, Robert Post et Finkin, dans For Common Good, ils défendent cette idée qu'évidemment, un universitaire a tout à fait le droit de critiquer son université et le fonctionnement de son université. Après, il y a comme toujours des limites. Il ne faut pas être injurieux, il ne faut pas être diffamatoire, mais le droit est tout à fait reconnu. Si les universitaires n'ont plus le droit de critiquer leur université, alors là, on est mal parti. Très bien. On va, si vous voulez bien, passer au troisième thème que nous avions retenu. C'est un thème qui était inspiré par l'ouvrage hein, de Claude Autier que vous avez évoqué de manière critique, hein, Olivier, mais on peut tout à fait évidemment en débattre. Alors cet ouvrage, hein, coécrit avec Michel Zancarini-Fournel, porte pas spécifiquement sur la liberté académique stricto sensu, mais sur ce que les auteurs appellent hein, la capacité qu'ont les universitaires de produire des savoirs critiques, ce qui, bon, évidemment, est congruent, mais pas totalement convergent. Cet ouvrage a comme caractéristique de faire finalement une mise en perspective historique à travers trois moments hein, que les auteurs ont retenu. L'affaire Dreyfus, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'y remonter ce soir. Le moment mai 68, hein, qui est un moment également évidemment présent dans vos propres réflexions, et puis un moment plus récent qui est l'ensemble des transformations associées à la mise en place de la loi programmation de la recherche, hein, donc 2019-2020. Vous pensez quoi l'un et l'autre? On va peut-être commencer par Monique Cantos-Berber, de cette mise en exergue historique et du fait effectivement que une des causes hein, des menaces hein, qui pèsent sur la liberté académique et la liberté d'expression aujourd'hui serait associée à des transformations structurelles du modèle de l'université et de cette caporalisation dont Olivier a parlé hein, à travers quelques exemples dans son livre, mais qui, de ce point de vue-là, me semble assez proche de ce que peuvent écrire hein, les deux auteurs aujourd'hui. Il est sûr que, comme cela a été dit, l'intervention du pouvoir politique dans l'université, qui est quand même très surprenante aujourd'hui, l'université avant était regardée comme une sorte de lieu, d'institution où ce type d'intervention n'était pas de mise. D'ailleurs, même les plus opposés à ce qui pouvait se dire au sein d'une université exiger qu'on n'y intervienne pas, en tout cas refuser tout type d'intervention ou de mise au pas dans un pays libéral, en tout cas, une tradition intellectuelle, comme c'est le cas en France. Donc d'une part, c'est une intervention étrange du politique, le caractère, au fond, de plus en plus fonctionnalisé des professeurs et des chercheurs. Alors, bien sûr, les professeurs d'université en France sont pour la plupart des fonctionnaires, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, même européens.
Mais là, il s'agit des fonctionnaires qui avaient un statut tout à fait particulier. Tandis que là, ce n'est plus le cas. C'est des fonctionnaires qui doivent cadrer avec leurs fonctions. Et leur fonction, ce n'est pas euh, ce qu'on avait autrefois tendance à appeler comme une mission, à définir, à concevoir comme une mission, c'est-à-dire former les étudiants. Mais leur fonction, c'est même pas de transmettre des savoirs, mais d'occuper une place qui leur est assignée dans un organigramme qui devient de plus en plus complexe. À quoi s'ajoute en effet quand même le mépris implicite qu'il y a lorsqu'on charge et surcharge un universitaire de tâches administratives. Euh, euh, c'est vraiment une chose qui est absolument pas acceptable. Donc ça, ce sont des éléments qui, en effet, donnent à l'universitaire une position qui est de moins en moins compatible avec celle qui était de moins en moins proche de celle qu'occupait enfin, héros de l'université ou grande voix de l'université, qui était incroyablement critique, mais qui avait le mérite qui ont eu le mérite quand même que des décennies après, on s'en souvienne encore, parce qu'à force de caporaliser les gens, de les administrer, d'en faire l'objet d'injonctions, et si ce n'est pas d'ordre, il est fort peu probable qu'il en sorte quoi que ce soit de transgressif, de novateur, ou qui pourra représenter de manière rétrospective une idée complètement pionnière que personne n'avait osé dire avant. Si vous voulez, l'originalité, la créativité, elle se nourrit dans un terreau de liberté et de respect et de quasi-sanctuarisation d'un certain nombre de fonctions. Il n'y a pas tant de chercheurs en France, si l'on veut que les chercheurs découvrent, et découvrir, ça veut dire découvrir ce que jamais personne n'a eu l'idée avant. Ce n'est pas en mettant tout le monde dans des cases qu'on va y arriver, ça paraît aller de soi. Donc, permettre l'originalité, les parcours individuels, que chacun trouve son propre chemin, est quelque chose qui est la condition sine qua non d'une recherche innovante. Et d'ailleurs, les scientifiques sont les premiers à le dire. Combien de fois j'ai entendu les physiciens et mathématiciens de l'école normale supérieure dire ce qui était cette institution qui a recueilli en nombre important par rapport à sa petite taille, les plus grandes distinctions scientifiques qui existent au monde, tous disaient nous avons pu faire ça parce qu'à l'école normale supérieure, ce qui est extraordinaire, c'est que l'étudiant fait, enfin, le jeune chercheur fait ce qu'il veut. Bon, c'est facilité, comme le disait Olivier, par le fait que tout le monde vit ensemble, on se rencontre sans arrêt, on discute sans arrêt. Mais il n'y a aucune espèce de régimentation des recherches, d'où l'extraordinaire contexte, terreau de créativité que cela donne. On ne peut pas faire des créatifs après les avoir mis dans des cases. Olivier, de votre côté? Pour le livre, je suis d'accord avec le point de départ. Il y a deux points avec lesquels je suis entièrement d'accord. C'est d'abord réintroduire de la complexité dans l'analyse d'université, dans le livre de M. Gauthier et Mme Zaccarini, et puis ensuite redonner confiance faire confiance aux universitaires. C'est deux points d'accord fondamentaux. Je suis aussi d'accord avec le fait que pourquoi les réformes récentes, la loi LRU et la loi LPR, la loi sur la programmation de la recherche, pourquoi elles sont dangereuses pour la liberté académique de façon indirecte. Elles sont dangereuses parce qu'elles bouleversent la gouvernance de l'université, donc c'est la loi LRU, c'est-à-dire un pouvoir excessif accordé au président de l'université et son conseil d'administration, qui peut, en France, c'est ce que le juriste André Legrand appelait la dictature quadriennale, quand il a analysé la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, les conseils, c'est n'importe quoi. Donc, on a un chef qui gouverne et il peut pas évidemment licencier les enseignants, mais par exemple, dans ce qui arrive aujourd'hui maintenant, c'est par exemple les programmes de recherche. Vous avez maintenant des universités qui se dotent de programmes de recherche. Pourquoi un universitaire qui est dans une université se verrait imposer son programme de recherche par un conseil d'administration qui n'y connaît rien dans son domaine? Donc, ça, c'est une chose, par exemple, qui est évidemment très, très dangereuse. Donc, il y a évidemment un danger. Et puis, l'autre danger, évidemment, c'est que pour faire de la recherche, il faut être dans un environnement, avoir une certaine sérénité quand même. Et que si vous avez cette tendance à vouloir faire
des universitaires avec des emplois, disons, précaires, avec l'idée qu'ils peuvent être d'un seul coup, pas licenciés, mais qui perdent leur emploi, évidemment, et que vous perdez la sécurité qu'on a avec le statut de fonctionnaire, bah, vous risquez de ne plus attirer grand monde dans le système universitaire français. C'est le grand risque. Et effectivement, la sérénité, alors, est à mon avis la condition pour une libre recherche. Alors, on va m'invoquer le cas américain où ils n'ont pas ça, où c'est une compétition féroce, mais c'est peut-être parce qu'ils ont aussi d'autres avantages. Voilà. En France, on ne peut pas avoir tous les inconvénients, on ne peut pas avoir des salaires très médiocres, des universités pauvres, et en plus nous imposer un modèle où l'universitaire n'a plus de sérénité lorsqu'il travaille parce qu'il a un statut dégradé. Mais je pense, pour moi, la principale critique qu'on peut faire aux récentes réformes, c'est la question du recrutement, c'est-à-dire le fait on a supprimé le contrôle national par le CNU, qui est une catastrophe pour la France, parce qu'on n'a pas guéri la France du localisme. Et ça, pour moi, je trouve que dans le livre, ils n'en parlent pas assez. C'est vraiment la critique centrale. Mais là, on entre dans un autre problème, qui est la question que je n'ai pas évoquée, moi, dans mon livre, c'est la question de la liberté académique au sens institutionnel, le droit d'autogouvernement. Je ne vais pas plus tout traiter, mais il y a une autre facette de la liberté académique qui est très importante, c'est la liberté institutionnelle, le droit d'autogouvernement. Et là, je pense que la France, disons, les réformes récentes, ont, à mon avis, abouti à un très mauvais fonctionnement d'autogouvernement. C'est plus vraiment autogouverné et qu'on est dans un système maintenant de domination trop forte de la part de ces nouveaux chefs qui sont les présidents d'université. Ils prétendent qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont un pouvoir certain, surtout il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc il faudrait, à mon avis, changer ça. Et je pense qu'il faudra enfin s'attaquer à des choses toutes simples, c'est-à-dire le droit des étudiants à vouloir influencer sur les élections. J'ai un collègue canadien qui m'a expliqué comment ça se passait dans une université. Il s'est opposé au fait que les étudiants puissent avoir le dernier mot grâce à avec leur pourcentage de vote, puissent imposer quelqu'un que les universitaires ne voulaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une prépondérance des professeurs pour nommer le président de l'université. Bon, on a perdu cette prépondérance en France, ce qui est évidemment une catastrophe parce que ce sont les plus démagogiques qui cherchent les voix des étudiants et qui sont élus sur un programme très démagogique. Donc, il faudrait évidemment revenir sur mai 68. Alors, on va me dire que c'est très réactionnaire parce que c'est du point de vue de la gouvernance universitaire, donner autant de pouvoir aux syndicats d'étudiants, surtout quand on connaît les syndicats d'étudiants en France, c'est absolument aujourd'hui inacceptable. Il faudrait poser ce débat. Plutôt que de dire c'est néolibéral, etc., qu'on essaie de voir les deux côtés des choses. Moi, j'essaie de voir les deux côtés des choses et il est évident qu'il serait temps, enfin, de changer le mode d'élection des présidents d'université, essayer de comprendre aussi la logique de contre-pouvoir. Le conseil académique n'est pas un contre-pouvoir, donc, et aussi essayer de comprendre aussi qu'il n'y a pas une domination d'une discipline sur les autres disciplines. On n'a pas de faculté en France. Avant, c'est les facultés qui gouvernaient. Maintenant, c'est l'université. Et les facultés, on n'est pas dans une fédération de facultés. On devrait être dans un système fédéral où le président de l'université ne devrait pas pouvoir dire son mot sur les affaires internes de chaque faculté. Or, maintenant, on est passé, comme toujours en France, d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire l'anarchie facultaire à la dictature présidentielle. Voilà. Donc, on a maintenant des petits présidents de la République qui dirigent l'université et les facultés n'ont absolument aucun pouvoir. Donc, comme toujours en France, on n'a jamais réussi à trouver un équilibre des pouvoirs. Alors, c'est plus important que tout le reste. Oui, je vais me permettre de prendre des questions. Hein. Vous pouvez regarder, bien sûr, hein, Monique comme Olivier, notamment Olivier, une des personnes qui nous a posé la question tout à l'heure vous donne le cas d'un enseignant qui a fait l'objet du fait de sa dénonciation hein, du comportement de son université d'une sanction, mais c'était un cas un petit peu atypique hein, sur lequel on ne va pas revenir en débat public. Mais deux questions me semblent intéressantes. Alors la première est pour vous, Monique, concernant le rôle des comités d'éthique à l'intérieur, je dirais, des universités. C'est vrai qu'après beaucoup de retard, un certain nombre d'établissements universitaires dans l'enseignement supérieur se dotent hein, de comités d'éthique, que ce soit pour encadrer des recherches, que ce soit pour résoudre également des difficultés relationnelles à l'intérieur des établissements. Est-ce que, compte tenu de l'importance hein, que vous avez consacrée à cette thématique-là, du rôle que vous avez joué hein, au comité d'éthique à un moment donné, quelle est votre position sur la contribution de ces comités au débat qui est le nôtre ce soir? La plupart de ces comités, que je les connais, s'occupent de questions assez particulières, mais l'éthique d'une université, si vous voulez, c'est une éthique un peu fonctionnelle, et c'est pas évidemment, il y a aussi des manquements
avérés au droit. En général, ce sont également des manquements à l'éthique, mais ce qui est de l'ordre de l'éthique, pour plus proprement parler, dans le contexte universitaire, pour éviter de parler de tout et n'importe quoi, c'est des règles éthiques, des bonnes pratiques qui s'appliquent aux activités universitaires elles-mêmes. J'en prendrai un exemple. La question des doctorants. Enfin, vous savez que les doctorants travaillent en sciences, c'est clair, mais en sciences sociales aussi, souvent, d'ailleurs même en humanité, sous la direction d'un directeur de thèse. Bon, on peut déplorer qu'en France, les directeurs de thèse, en général, s'occupent fort peu de leurs étudiants en thèse. Mais enfin, il y en a qui s'en occupent un peu trop et qui s'occupent surtout de leurs résultats. Et plusieurs comités d'éthique ont été saisis de cas d'étudiants qui estimaient avoir été que l'originalité de leur recherche. Dans les deux cas que je connais, il y a eu vraiment une recherche originale de l'étudiant avec des idées qui étaient les siennes, du doctorat, de l'apprenti-chercheur, qui se sont retrouvés dans des publications du professeur et assorties d'ailleurs de brimades du professeur à l'égard du doctorant pour éviter que ce dernier ait l'idée de protester. Alors évidemment, la loi et les règles administratives, la jurisprudence interne à l'université est très mal armée pour aborder ce genre de cas. Dans les laboratoires scientifiques, c'est quand même assez fréquent. En sciences sociales, lorsque les étudiants ont fait des utilisations de données extrêmement originales et novatrices, ça arrive aussi parfois. Ça, c'est une des questions où c'était intéressant d'élaborer des règles éthiques, enfin, plutôt des règles. Je ne suis pas trop favorable aux règles dans ce genre de domaine, en tout cas des principes pour mieux apprécier ce genre de cas. Sinon, pour ce qui a trait les comités d'éthique qui diffuseraient des règles de bon comportement, si vous voulez, j'ai peur qu'elles soient un petit peu superflues et peut-être à l'influence contestable parce que l'université, bien sûr, il y a une obligation, comment dire, de convivialité, de respect mutuel. Donc ça, ce sont des règles qui vont au-delà des règles qui prévalent dans la société. Mais il y a des limites à ne pas franchir qui sont clairement celles qui existent dans la société. C'est-à-dire, on n'y jurait personne, on ne diffame personne, mais il y a des manquements précisément à la liberté cognitive, pour reprendre l'expression de Pascal Angèle et d'Olivier Beau, c'est-à-dire des manquements à l'honnêteté intellectuelle qui, en effet, ne vont pas être peut-être punis en tant que tels, parce que la loi n'est malheureusement pas apte à se saisir de ce genre de choses. Et les règlements universitaires n'ont pas suffisamment de force, étant donné l'absence d'autonomie, d'autogouvernement des universités. Mais il reste l'explicitation de ce type de comportement, le fait que ce type de comportement soit explicité comme ne devant pas se produire dans le milieu universitaire. Par exemple, bon, sans aller jusqu'au plagiat, de reprendre de manière à la limite de l'abus des travaux qui ont été faits par d'autres et des attitudes de ce type. Il y a beaucoup de questions spécifiques à l'université qui doivent être, pour lesquelles je n'appellerai pas à des règles éthiques strictes, mais à une certaine explicitation collective au fur et à mesure que des cas se produisent de ce que devraient être les éléments d'une attitude de justesse éthique sans que celle-là soit des règles de condamnation non plus. C'est quelque chose d'assez impalpable. Mais voilà donc, ce que je dirais sur cette question. Merci beaucoup. Olivier, une question nous permet de revenir à un point que vous avez évoqué rapidement, mais qui je crois, fait l'objet de débats lorsque vous y étiez notamment intervenu par rapport à l'affaire de Sciences Po au Grenoble. Ça concerne le point de savoir si vous faites, vous, une distinction entre un universitaire, qu'il soit professeur, maître de conférence, et un professeur du secondaire, qu'il soit agrégé ou certifié dans l'enseignement supérieur. Est-ce que la problématique de l'obligation la question de la liberté académique, de la liberté d'expression se pose dans les mêmes termes compte tenu des spécificités du statut de ces deux catégories d'enseignants? Alors,
moi, je considère que la liberté académique on ne faut pas être trop formaliste. Je dis que c'était réservé aux universitaires. Je pourrais dire que c'est aussi statutairement réservé à ceux qui font de l'enseignement et de la recherche. Un prague qui ne fait pas de recherche, à mon avis, n'a pas droit à la liberté académique. Parce qu'il ne fait pas de recherche, il est en poste à l'université, mais ce n'est pas un enseignant-chercheur. Donc, je ne vois pas pourquoi on lui accorderait le bénéfice de la liberté académique. Par contre, s'il fait de la recherche, comme les doctorants d'ailleurs, puisque j'ai étudié un cas de doctorant au Québec qui avait été victime de violations manifestes de sa liberté académique, il a droit à cette liberté académique. Dans l'affaire de Grenoble, moi j'ai soutenu la thèse sur laquelle un des enseignants, celui qui enseigne en allemand, ne pouvait pas invoquer sa liberté académique seulement parce qu'il le disait lui-même, il agissait en tant que citoyen. Il dénonçait une situation qui, selon lui, était problématique et il disait, il s'auto-qualifie lui-même en tant que lanceur d'alerte. Donc, on voit très bien que là, on n'est pas dans son domaine d'enseignement, qui est l'allemand, je ne connais pas ses recherches, et donc, il est dans un domaine qui est la gestion interne de son université, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et il dit très bien qu'il veut alerter la France entière, la communauté nationale, sur ce qui se passe à Grenoble, qui lui paraît très contestable. Voilà. Et donc, il a tout à fait le droit, en tant que citoyen, d'exprimer son opinion. Après, la question de savoir s'il a outrepassé ou non cette liberté d'expression, c'est une autre question. Mais pour moi, ça ne relève pas de la liberté académique. Donc c'est pour ça que j'avais contesté ceux qui, effectivement, avaient dit qu'il y avait une grave atteinte à la liberté académique à Grenoble. À partir du moment où il avait été sanctionné, mis à pied, suspendu en termes juridiques par sa directrice, je considère qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté académique ici. Ce n'est pas la liberté académique qu'il peut invoquer. Il invoque la liberté d'expression. Donc le débat du point de vue juridique, c'est la question de savoir a-t-il ou non outrepassé, abusé de sa liberté d'expression. Puisque j'ai la parole, je réponds à la question sur le chat, là, sur l'affaire Gollnisch. J'en parle longuement dans le livre sur la liberté universitaire à l'abandon. C'est un cas très, très typique d'une parole qui est antisémite, donc c'est une violation du droit pénal, et il a été sanctionné par l'université de Lyon 3 à partir de cet élément de fait. Le Conseil d'État a admis cette sanction disciplinaire, et donc ça ne rentre pas du tout dans le compte. Il n'a pas critiqué sa propre université, pas du tout. Il a critiqué le rapport Rousseau dans des termes, à l'occasion d'un débat public où il se présentait comme élu du Front National. Donc, on est très loin de l'hypothèse que moi, je défends, c'est-à-dire l'universitaire qui a le droit de critiquer son université. Là, c'était très différent. Donc, je renvoie l'auditeur qui m'a posé cette question à mon livre sur la liberté universitaire à Londres, où je traite sur 3 ou 4 pages le cas Gollnisch en essayant de le faire de façon la plus objective qui soit à partir des données que j'avais. Merci. Alors, pour conclure, hein, puisque le temps passe, je vais peut-être vous poser deux questions. Enfin, une question qui est liée à la lecture de vos ouvrages. En fermant les livres, moi, j'étais un petit peu pessimiste. J'étais un petit peu pessimiste parce que je pensais que le droit allait résoudre le problème. Mais en terminant la lecture du livre d'Olivier, j'ai le sentiment que le droit n'était pas suffisant pour résoudre notre problème. Et en terminant la lecture des ouvrages de Monique Cantos-Perber, j'avais également le sentiment que la philosophie ou les injonctions morales, pour dire peut-être plus strictement, n'étaient pas forcément non plus la solution à notre problème. Donc, que faire? Alors, je commence. Allez-y, Monique. Les concurrents. Bah, oui, le droit, enfin là, je ne suis pas juriste, hein, même si le droit me passionne, mais évidemment, le droit ne peut pas résoudre le problème, d'abord parce que on est de plus en plus, ces questions-là se jouent dans une immédiateté de plus en plus ardente. Or, le droit, par définition, et heureusement, intervient à froid, écoute les deux parties, s'informe sur les faits, et alors, en France, décide et se prononce en général avec un délai assez respectable après les faits. Bon, ça, donc, évidemment, le droit rétabli et peut prononcer, enfin, la justice peut prononcer des sanctions, bien sûr, mais et malheureusement, souvent, l'affaire est déjà réglée à tous les niveaux. Des affaires de ce type se règlent dans la société, en particulier en termes médiatiques. Par ailleurs, la justice, si vous voulez, dans les termes, dans les atteintes à la liberté d'expression qui consistent à priver quelqu'un de parole, la justice ne rendra jamais la parole à celui qui en a été privé.
elle, elle punira celui qui a abusé de la parole. Mais la reconstitution de positions de parole vivantes et adversatives, ça, qui fait toute la qualité du débat, qui nourrit la liberté d'expression, ça, la justice ne le fera pas. Et surtout, la justice ne peut pas du tout intervenir. Heureusement, elle n'a pas de contenu substantiel sur la garantie de diversité des opinions. La justice, en tant que telle, n'a rien à dire au fait que, bon, s'il n'y a pas de violation du droit, une seule opinion dominante, archi-dominante, monopolistique, occupe le terrain du débat le terrain de ce qui n'est plus un débat public. Surtout ces aspects qui sont quand même des sujets d'inquiétude sur le régime de la parole publique aujourd'hui et sur la liberté d'expression, la justice est pas vraiment plus efficace. D'un autre côté, la justice est la seule arme dont nous disposions. Alors, c'est évidemment celle qu'il faut utiliser, mais à côté de ça, il y a... alors là, je ne pense pas du tout que la morale ait quoi que ce soit à voir là-dedans. On n'est plus du tout dans une thématique morale. On est dans un pur rapport de force entre des groupes activistes qui veulent imposer leur loi à tous les autres et des groupes qui, en se réclamant du bel idéal de la liberté d'expression, veulent en assénant des énormités, paralyser tout débat. Donc on est vraiment, de part et d'autre, dans une sorte de conquête de l'hégémonie sur la parole publique. On n'est pas du tout la morale. Moins il y aura de morale dans cette affaire-là, mieux ce sera, parce que n'oublions pas que dans les deux cas, ce qui appuie les revendications et ce droit à l'hégémonie, c'est précisément une revendication, c'est une prétention morale, en particulier de la part de ces activistes très générationnellement marqués qui considèrent qu'on n'a plus le droit d'avoir certaines opinions au nom de la morale telle qu'ils la définissent, bien sûr. Donc, moi, je serais plutôt pour une sorte de régulation de la parole publique fondée sur des règles et des limites parfaitement justifiées. Et je n'exclus pas, donc, alors, en appelant, évidemment, dans ce combat-là de conquête pour l'hégémonie, les institutions, et en particulier l'institution universitaire, est une prise de choix. Souvent, quand on est arrivé à imposer sa loi d'expression à une institution, on a gagné une place forte en quelque sorte. Donc, je recommande la forte résistance des responsables de ces institutions pour maintenir envers et contre tout et en dépit de toutes les pressions, mais parfois celles-ci sont quasi meurtrières, ces pressions, la possibilité d'un libre débat, en veillant évidemment aux limites que ce débat ne doit pas dépasser, qui sont souvent les limites légales. Donc la résistance et les contre-discours de toutes sortes, y compris en utilisant des armes dont se servent assez maladroitement ceux qui sont des militants de cause, à savoir les armes de l'humour, du ridicule et de toutes sortes de réintroduction, de distanciation dans les propos. Mais rien ne garantit que nous arriverons à résister collectivement, je l'espère de tout cœur, mais en tant que libéral pessimiste, je ne suis pas sûre que nous y parviendrons. Olivier? Oui, effectivement, moi, j'ai conclu le livre en disant que, quoique juriste et parce que juriste, je ne pense pas que la solution juridique soit forcément la meilleure solution. J'ai un argument, disons, de poids, si on peut dire, pour moi, c'est que comme j'ai écrit ce livre en 2010 sur l'aspect juridique des libertés universitaires, et mon diagnostic était très, très critique à l'égard du Conseil d'État. Je considère que le Conseil d'État ne nous défend plus, nous, les universitaires. Je faisais une critique des grands corps et du Conseil constitutionnel par la même occasion. Donc, à partir de l'étude de la jurisprudence, qui est quand même mon métier, j'en déduisais que le Conseil d'État avait complètement abandonné la cause des libertés universitaires et donc j'estimais qu'on ne peut plus lui faire confiance. Donc si vous mettez la liberté académique dans un décret ou dans une loi et que le Conseil d'État l'interprète à sa façon, c'est-à-dire rarement favorable aux universitaires, bien vous n'avez pas avancé d'un pas. Ce qu'il faudra évidemment poser la question de l'importance du Conseil d'État en France, et tous les gens libéraux savent que c'est un problème. Je pense, moi, que faire? Je pense que si j'ai écrit ce livre pour ma part, c'est que je pense que c'est aux universitaires de défendre. Voilà. Déjà, c'est un appel, ne rien laisser passer. Ce qui est le pire dans tout ce qui peut arriver, et je pense que le chapitre initial de Monique Cantos-Pervers le montre bien, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Moi, ce qui me sidère, c'est l'autocensure. Le fait que les universitaires américains, même dans de prestigieux universités, ne se sont pas défendus. Et donc, ce qui règne aux États-Unis, c'est l'autocensure. Voilà. Ce qui règne au Canada, ce qui règne en Angleterre aujourd'hui, c'est que la plupart des universitaires se taisent. Ils se censurent eux-mêmes.
Donc, c'est ça, à mon avis, l'effet immédiat de toutes ces causes identitaires, mais aussi toutes causes. Et donc, la première chose, c'est que ça suppose évidemment un certain courage universitaire, c'est-à-dire de se lever lorsqu'il y a un abus, que ce soit des autorités, de l'État ou du président de l'université, mais aussi des étudiants, des activistes, que donc il y a une réaction. C'est ce que je vous signale que les collègues d'Ottawa ont fait, les collègues francophones d'Ottawa se sont mobilisés, ont fait des pétitions, ont écrit et collectivement ont défendu cette pauvre universitaire qui avait été suspendue de façon scandaleuse par le recteur Frémont. Je cite son nom parce que ce nom mérite d'être connu, mal connu, parce qu'il a osé suspendre cette femme sans même l'entendre. Sous la foi d'une seule parole étudiante qui, d'ailleurs, n'était pas concernée par l'affaire puisqu'il n'était pas noir. Donc, moi, je dis, première chose, les universitaires doivent se défendre. Deuxièmement, il faut espérer, s'ils se défendent, qu'ils mobilisent aussi, et je suis d'accord avec Monique Campos-Perbert, les responsables, c'est-à-dire les présidents d'université, ce sont eux qui doivent nous défendre. S'ils sont encore des présidents d'université, s'ils se considèrent eux-mêmes encore comme des universitaires et non pas comme des apparatchiks. On revient encore sur cette question centrale de la gouvernance. Si on a, ce qu'il y a aujourd'hui, très souvent le cas, des présidents d'université qui se comportent comme des chefs haillons. Je cite le cas de l'Université de Reims, je renvoie au lecteur le chapitre sur la bureaucratie, le harcèlement par l'administration. Vous avez le président de l'Université de Reims, vice-président de la CPU, c'est-à-dire de la conférence de l'université, donc un notable, qui laisse tomber complètement les universitaires et qui les laisse à la merci d'une chef d'administration autocrate. Eh bien, ça ne devrait pas exister. Donc, et comme par hasard, à Reims, ceux qui ont résisté ont gagné. Il a fallu 1 mois ou 2 mois de lutte, mais ils ont gagné. Gagné contre leur président. Et donc, moi, l'appel que je fais, c'est comment faire, que faire. D'abord, ceux qui sont concernés, les universitaires, doivent se défendre. Et on peut espérer que les présidents d'université nous défendent parce que c'est aussi leur mandat. Ils doivent être là pour nous défendre. Et c'est ça et pas faire appel au pouvoir politique, surtout pas. Parce que dès que le pouvoir politique intervient, eh bien, c'est à notre détriment. Mais à la justice, dans des cas très limites. Peut-être une dernière précision sur la liberté d'expression. Je signale qu'il y a quand même un article du Code pénal qui sanctionne l'entrave à la liberté d'expression. Et moi, j'aimerais bien que de temps en temps, on saisisse le juge pénal s'il y a des entraves manifestes à la liberté d'expression. Or, à ma connaissance, c'est très rarement fait à l'université. Donc, tous les cas qu'a cité tout à l'heure Monique Campos-Perbert, ils sont en réalité passibles de sanctions pénales. Faut-il encore connaître cet article? Faut-il encore l'appliquer, le faire appliquer? Voilà, il y a des règles. Comme toujours, les règles ne sont jamais appliquées quand vous avez des activistes qui sont concernés. Ils ont une sorte d'impunité en France. Voilà. Donc, on vit aussi, quand on voit ce qui se passe à Nanterre, avec ce blocage, avec toujours l'éloge des bloqueurs, etc., complètement, à mon avis, anachronique, il faudrait qu'on sorte enfin de ça. Merci beaucoup de votre participation. Je me fais le porte-parole de Sciences Po Grenoble pour bien sûr vous remercier de votre contribution. Je me fais le porte-parole des auditeurs, ce que Zoom appelle des spectateurs, dans un terme un peu troublant, qui vous ont écouté. Je pense qu'ils ont beaucoup apprécié, je dirais, la profondeur de vos analyses et puis le message quand même effectivement plutôt réconfortant sur le fait que c'est à nous effectivement de résister contre ce que Stuart Mill appelait les dogmes morts, hein, contre lequel effectivement l'absence de lutte donne évidemment une dimension mortifère, hein, pour citer un auteur que Monique Campos-Perbert connaît nettement mieux que moi, Olivier le connaissant également beaucoup mieux que moi. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Sciences Po Grenoble, hein, pour l'organisation de ce premier débat. Le deuxième débat, hein, aura lieu autour des questions liées à la démocratie et aux réseaux sociaux le 30 mars prochain. Il mobilisera là encore des collègues qui ont plein de choses à nous apprendre sur ces questions-là. À très bientôt. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci infiniment. Hein, c'était passionnant. Merci pour la modération. Au revoir.